Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture pour le mois d'août. Encore une fois, un petit peu moins de lecture qu'avant, je n'ai lu que 3 romans. Alors que pourtant j'ai eu pas mal de vacances et j'espérais lire un petit peu plus. Je pense que mon rythme de lecture va un peu s'améliorer vu que j'ai terminé mes études et que je recherche du travail. Donc c'est parti, je vous présente tout de suite mes 3 romans d'août. Le tout premier livre que j'ai lu en août, je l'ai lu en lecture commune avec les Chroniques de la Fraise, donc Fanny et le blog d'Héloïse. On a lu La Meute du Phénix, le tome 5, Ryan Connor de Susan Wright et publié aux éditions Milady. Si vous ne le savez pas, avec les filles, en fait, on lisait chaque mois un tome de La Meute du Phénix. Et c'est vrai qu'avec nos plannings, ça a été un petit peu compliqué pour lire la suite. Et on s'est dit, au mois d'août, on se lit le tome 5. Alors pour ne pas vous embrouiller au niveau de l'histoire, chaque tome est sur un couple différent appartenant à la Meute du Phénix. L'univers, c'est en fait une meute de métamorphes. Donc en fait on va suivre des personnes qui sont capables de se transformer en loup-garou, mais on est dans un univers où il existe aussi d'autres métamorphes qui se transforment en d'autres animaux. On est à une époque où la société accepte justement le fantastique et donc les métamorphes. Donc on a évolué, ces créatures existent et elles vivent parmi nous. Elles sont souvent sous la forme humaine, mais elles peuvent être amenées à se transformer suivant le danger. Et chaque tome du coup nous permet de suivre des membres de cette meute et de voir comment ils fonctionnent. Et c'est toujours très compliqué parce que chaque loup recherche son âme sœur pour former un couple, mais il y a toujours des problèmes, des ennemis, etc. Et moi j'adore cette saga. Le premier tome avait été d'ailleurs un coup de cœur. Si vous voulez voir mon avis dessus, je vous mettrai le lien de la vidéo par ici dans le petit i et en barre d'infos. Et je vais donc vous parler de ce 5e tome qui est donc sans spoil puisque chaque tome est individuel. Ici on va suivre Ryan qui est un lieutenant de la Meute du Phénix, donc il sert en fait les 2 alphas qui est donc un mâle et une femelle, donc un homme et une femme. Et il va faire la rencontre de Makena qui est une jeune femme très solitaire qui aide un refuge de métamorphes solitaires à intégrer de nouvelles meutes pour avoir une famille. Ryan est un homme très solitaire, on a d'ailleurs du mal à le cerner, j'avoue que c'est pas mon personnage masculin que j'ai le plus apprécié jusqu'à présent dans cette saga. Par contre Makena, je l'ai beaucoup aimée, elle a beaucoup d'empathie, elle est bienveillante, on voit qu'elle veut vraiment aider en fait les autres à trouver une famille et on en apprend un peu plus aussi sur elle, sur son passé, sur pourquoi en fait elle est solitaire aujourd'hui. Malheureusement, le refuge se voit menacé par l'arrivée d'un alpha qui se nomme Rémi et qui souhaite faire un petit peu la guéguerre, essayer de conquérir le territoire où se trouve le refuge, et donc ça va inciter la Meute du Phénix à se mêler des affaires de Makena pour essayer d'aider la jeune femme à garder le refuge et ainsi continuer d'aider des métamorphes solitaires. C'est toujours un vrai plaisir de lire cette saga parce que je suis toujours autant happée par l'histoire, j'aime toujours autant justement découvrir de nouveaux personnages, de voir des nouveaux couples se former. La seule chose que je peux reprocher à ce tome, c'est qu'il y a eu beaucoup de longueur. Arrivé à la moitié, on était toujours seulement à découvrir le refuge, à comprendre son fonctionnement. Et moi, au bout d'un moment, j'ai commencé un petit peu à me lasser, à m'ennuyer. Ce n'est pas celui que j'ai préféré de la saga. De plus, il est vrai que le schéma est souvent répétitif. On sait que nos 2 protagonistes vont finir ensemble et qu'ils sont forcément des âmes sœurs. Et j'aimerais bien que ce rythme et cette idée changent. Que limite, pour une fois, ce ne soit pas des âmes sœurs qui forment un couple. Enfin, j'aimerais qu'elle se modernise, qu'elle change un petit peu son speech parce que là c'est vrai que on commence à tourner un petit peu en rond. Alors même si oui, l'univers me plaît toujours autant et l'histoire est toujours autant addictive, j'aimerais que l'auteur change un petit peu son histoire et mette même des obstacles sur la route des personnages principaux pour un petit peu pimenter l'histoire et faire qu'on ne se lasse pas à force des répétitions et justement d'un schéma qui demeure le même. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est l'originalité parce qu'on rencontre des ennemis complètement différents. Il y a quand même un nouvel élément, un ennemi qui a vraiment un comportement horrible, franchement on a juste envie de le tarter, de le tuer, enfin tout ce que vous voulez, mais on le supporte pas. Et j'ai trouvé ça assez original où l'auteur en fait commençait à nous amener. Il est très chargé en émotions, il y a même des passages où moi ça m'a serré un peu à la gorge parce que je me suis dit c'est quand même glauque, certains passages étaient quand même glauques et un peu surprenants, voire même choquants pour certains. Mais en soi, j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire, même si comme je vous dis, j'aimerais bien qu'elle change un petit peu le rythme
Et même si le début était très long, j'ai quand même adoré ce tome-ci justement pour l'originalité des ennemis. Je lui ai donc mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Comme chaque mois, je lis un tome de la saga Calendar Girl. Donc pour le tome 8, il s'agit de Août de Audrey Carlan, publié aux éditions Le Livre de Poche que je remercie. Alors, pour ceux qui ne savent toujours pas de quoi parle Calendar Girl, c'est l'histoire de Mia, une jeune femme qui est âgée je crois de 23 ans, oui 23-24 ans, bref peu importe, très jeune. Et son père va se retrouver dans le coma et il va lui laisser malheureusement une dette très importante et pour rembourser cette dette et financer les études de sa frangine, elle va devenir escort girl de luxe. Donc en fait c'est pour une compagnie qui appartient à sa tante. Et alors tout de suite on se dit escort girl de luxe, ça veut dire en gros une prostituée de luxe, mais pas du tout. Puisqu'en fait son rôle c'est plutôt de jouer un peu la comédie avec des hommes riches, soit de jouer la petite amie parfaite, soit de jouer la future femme parce qu'il y a un homme qui souhaite qu'elle soit sa femme. Enfin, toutes des histoires comme ça où en fait elle fait un peu l'actrice quelque part dans ses relations avec les clients. Mais après on va ne pas se voiler la face, il s'agit d'une romance qui a un côté quand même érotique et donc il arrive qu'elle couche avec ses clients. Au moins vous êtes prévenus. Donc chaque tome nous permet de découvrir un nouveau client, donc un nouvel homme et une nouvelle ville différente. Je peux vous assurer que chaque tome est quand même très différent, on a vraiment des personnages vraiment variés avec des personnalités et des histoires propres à eux et ça j'ai beaucoup aimé parce que on pourrait s'attendre que vu qu'elle sort un tome par mois et qu'ils sont petits, elle bâcle l'histoire et qu'en plus ce soit répétitif. Et ben non, l'auteur elle arrive facilement à se renouveler. Dans ce tome-ci, ça va être quand même très centré sur Mia, sur vraiment ses sentiments par rapport aux différents hommes qu'elle a pu rencontrer, sur peut-être un choix de se fixer une relation sérieuse avec un homme. Et ici, Mia va s'envoler pour le Texas pour aider un homme qui souhaite qu'elle joue le rôle de sa sœur puisque ce dernier vient d'avoir un gros héritage et en fait il se trouve que Mia a le même prénom et le même nom que sa sœur en fait qu'il recherche, donc il va lui demander de jouer le rôle de cette sœur recherchée. J'ai trouvé ce tome là vraiment complètement différent des autres parce que justement on se centre sur Mia et non sur ses clients et sur la ville. Et on apprend vraiment plein de choses, plein de révélations et j'ai trouvé vraiment que c'était happant, intéressant et franchement bluffant. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire de ce tome puisque voilà c'est un tome 8. Mais en tout cas j'apprécie toujours autant lire un de ces tomes parce que déjà ils sont tout petits et ça permet de passer un bon moment, franchement de ne pas se prendre la tête, de suivre les aventures de Mia. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Dark and Dangerous Love, la saison 3 de Molly Knight, publiée aux éditions Hugo Roman que je remercie. Encore une fois, j'alerte sur le contenu de ce roman qui est susceptible d'heurter la sensibilité des plus jeunes. On est ici dans une dark romance. Une dark romance est une romance sombre qui comporte des scènes choquantes. On a quand même ici des scènes qui sont contre les mœurs légales. On peut avoir des scènes de viol, des agressions, etc. Donc je préfère prévenir, ce livre n'est pas à mettre dans la portée de toutes les mains puisqu'il peut choquer. Et je préfère vous prévenir là-dessus. Encore une fois, vu que c'est un tome 3, je vous résume le tome 1 et je vous donne mon ressenti sur cette fin et cette suite du coup. C'est l'histoire Dark and Dangerous Love de Evelyn et Atticus. Donc on est dans un univers où les vampires gouvernent le monde et les humains sont soit de la bouffe pour eux tout simplement, soit alors des jouets sexuels. En gros, les humains servent les vampires soit pour leur donner leur sang, soit pour coucher avec eux tout simplement. C'est super, me direz-vous. Et on a donc Evelyn qui est une jeune femme qui vit dans une maison assez noble avec sa famille jusqu'au jour où elle va rencontrer le roi qui va tomber fou amoureux d'elle et qui va vouloir qu'elle vienne vivre à son palais pour devenir sa reine. Vous me direz, si le roi est beau, parce qu'en plus on nous le décrit très bien, c'est super pour Evelyn, sauf que cette dernière est amoureuse d'un homme qui se nomme Ethan et elle n'a pas forcément envie de quitter sa famille pour aller vivre avec un roi qu'elle juge horrible et qui est en plus un vampire et dont elle déteste l'espèce. Je vous ai donc donné le résumé du premier tome. Dans cette fin, j'ai été complètement déçue. Autant c'est une histoire qui, mine de rien, ne m'a pas enchantée parce que moi, les scènes d'agression,
Je ne suis pas fervente de ce genre de choses, hein, ça a tendance à me choquer, me blesser, limite me faire pleurer. Mais voilà, c'était ma première dark romance. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, je n'avais pas fait attention au pictogramme que c'était une dark romance parce que je ne connaissais pas. Et justement, il est comparé à Twilight, ça n'a rien à voir avec Twilight. Mais par contre, l'histoire, l'univers en soi est super intéressant. On a un univers vraiment original où pour une fois, les vampires vivent parmi les humains et c'est même eux qui gouvernent. En soi, c'était original. Mais l'histoire est trop à tourner autour de « je t'aime »,« non, je ne t'aime pas ». On a le roi qui est fou amoureux d'Evelyn mais qui ne sait pas du tout s'y prendre pour la séduire. Il use de malice, il est méchant avec elle, il l'agresse. Enfin, vraiment psychologiquement, on a une héroïne qui en bave, hein, qui s'en prend plein la tronche, qui ne peut rien faire, hein, qui se fait agresser continuellement. Donc psychologiquement, c'est très lourd à lire, hein, très lourd à supporter. Et on a donc le roi qu'on a envie de tarter parce qu'il maltraite l'héroïne. Et d'un autre côté, on a envie aussi de secouer l'héroïne parce que même si le roi lui en fait pire qu'apprendre et commet des choses impardonnables en soi, parce qu'on nous ferait vivre des choses pareilles, on ne pardonnerait pas, j'en suis sûre et certaine, elle arrive encore à avoir de la pitié pour lui, quoi. Donc ça, je suis désolée, c'est pas passé. Du coup, ça a fait que cette suite en plus m'a vraiment déçue parce que on s'attend à avoir certaines réponses sur le choix d'Evelyn, hein, puisqu'elle aime plusieurs hommes en fait. Donc on s'attend à ce qu'elle en choisisse un. Oui, on a peut-être une réponse à cette question-là, mais on ne sait pas ce que devient Evelyn par la suite, ni ce que devient le roi. En fait, on termine avec « elle a choisi celui-ci », point final. Et on n'a même pas de Hiver Kurt heureux, eurent beaucoup d'enfants, ni de elle finit déprimée et seule. Enfin, on ne sait rien. J'ai l'impression, je ne sais pas, est-ce que l'auteur en a eu marre d'écrire sa suite et s'est dit je vais pondre une fin comme ça et chacun fera comme il a envie. Là je suis désolée, c'est du bâclé. Surtout que franchement j'y ai senti venir parce que arrivé même à toute cette partie là d'avoir tout lu, je m'étais dit dis donc ça a pas l'air de prendre des tournures d'une fin en fait. Alors je me suis dit peut-être qu'elle allait nous faire une suite. Mais non, c'est bien une fin. Et ben je suis désolée, mais alors 3 tomes pour finir de cette manière là, j'aurais préféré ne pas les lire du tout. Il s'agit pour moi d'une suite bâclée, ce qui est dommage puisque l'univers de cette saga est très intéressant, mais il aurait été peut-être plus intelligent de l'exploiter d'une manière différente, à savoir avec plus de la science-fiction et du fantastique, ou même une romance plutôt que de la dark romance. Donc vous l'aurez compris, très déçue par cette suite, que franchement j'aurais limite dû ne pas la lire et me contenter du tome 2. Je lui ai donc mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé ou non, je suis curieuse de savoir. Et sinon, est-ce que je vous ai tenté de lire un de ces romans? Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!